Bon, si je vous parle de l'école, soit ça vous évoque des bons souvenirs, soit plutôt des cauchemars. Mais une chose est sûre, l'école que vous avez connue est bien différente de celle qu'ont connue nos ancêtres. Parce que ouais, approchez-vous mes nanostomous, on va remonter dans le temps pour voir à quoi ressemblait l'école dans le passé. Et on commencera par l'époque actuelle et on ira jusqu'aux origines les plus lointaines de l'école, jusqu'à même la préhistoire. Bref, vous allez découvrir des histoires insolites de profs robots, même d'écoles vraiment horribles, mais aussi les secrets qui peuvent se cacher derrière cette gomme ou même ce stabilo qui ont marqué notre jeunesse. Nous verrons aussi à quoi ressemblait l'école pour les enfants de l'Antiquité et avec des méthodes d'éducation vraiment hardcore. Et enfin, vous découvrirez aussi l'existence d'écoles préhistoriques. On commence en douceur avec des anecdotes assez insolites sur l'école d'aujourd'hui. Les robots professeurs. Alors récemment, la ministre de l'Éducation, Elisabeth Borne, a déclaré qu'elle était favorable à l'utilisation de l'intelligence artificielle par les profs. Une IA ouverte, transparente et pérenne qui puisse aider nos professeurs à préparer leurs cours, corriger des devoirs et enrichir leurs pratiques pédagogiques. Ce qui est d'autant plus drôle parce que les profs, eux, ils ont tendance à interdire l'IA à leurs élèves. En tout cas, là, peut-être vous dites « Ah, c'est bon, on va finir par remplacer les profs par des robots si ça continue ». Au risque de vous surprendre, c'est déjà le cas. Parce qu'en décembre 2024, un robot humanoïde nommé Captcha a donné son premier cours dans le lycée de Delmenhorst en Allemagne. Et il a été développé par l'entreprise hongkongaise Hidoba Research. Et en fait, Captcha, il a été capable de donner un cours sur l'opposition entre l'IA et la pensée humaine. Et il a aussi animé des débats sur l'éthique et l'impact de l'IA avec les élèves. Bon, apparemment, les élèves, ils avaient apprécié l'expérience, même s'ils trouvaient quand même que le robot, il était un peu froid et pas très expressif. Mais bon, dans le même esprit, à Shanghai, en Chine, il y a un autre robot qui fonctionne avec de l'IA et qui a été testé sur une école maternelle. Et lui, il s'appelle iPal et il parle chinois et anglais et il donne des petits cours de maths et il propose des jeux aux enfants. Il est également doté d'une caméra et d'un micro pour permettre aux parents de communiquer avec leurs enfants à distance. Bref, l'entreprise qui a créé iPal pense le commercialiser en Chine pour la somme de 1 200 €. Assez cher quand même pour un pays comme la Chine. Bon, en tout cas, vous, est-ce que vous aimeriez avoir un cours avec un robot à la place d'un prof? Le prodige des maths âgé de 3 ans. Alors là, vous voyez ce petit garçon américain qui est âgé de 3 ans, eh bien c'est un prodige en maths. Et il s'appelle Devan et depuis qu'il a 2 ans, il fait le buzz sur le TikTok américain. Il est capable de résoudre des problèmes de maths de niveau collège. Il sait déjà additionner, soustraire, multiplier, diviser et même avant de savoir parler correctement. D'ailleurs, son père raconte que le premier mot qu'il ait prononcé, c'était pas papa ou maman, hein, c'était 7. Et comme là, les parents de Devan étaient stupéfaits par ses capacités, ils ont diffusé une première vidéo de ses prouesses sur TikTok et elle a quand même atteint 40 millions de vues. Bon, en tout cas, Devan, il a ses propres réseaux sociaux sous le pseudo de Devan Loves Numbers. D'ailleurs, ses parents l'ont même inscrit à l'émission America's Got Talent, qui est l'équivalent de la France à un incroyable talent. Bon, après, vous connaissez un peu les Américains, hein. Dès qu'il y a de l'argent à se faire, ils foncent. Parce que les parents, ils diffusent aussi assez souvent en fait des vidéos de Devan sur les réseaux sociaux qui font des millions de vues, qui va donc leur rapporter un peu d'argent. Mais surtout, en fait, ils ont créé un site web dédié à leur fils, à Devan donc, pour y mettre en vente un carnet d'apprentissage des mathématiques. Le tout coûte à peu près 20 $. Mais c'est pas tout, ils vendent également plein de produits dédiés aux bébés pour leur apprendre les maths dès le plus jeune âge. Ce qu'on appelle du coup un bon investissement sur l'avenir et sur leur enfant. Peter Tabichi. Bon, on a tous au moins un prof, je pense qu'on a adoré et qui a marqué notre scolarité. Moi, par exemple, je me souviens de plusieurs profs d'histoire géo qui étaient géniaux. Mais en vrai, c'est quand même rare les profs qui ont réussi à atteindre le niveau de Peter Tabichi. En fait, lui, c'est un prof de sciences qui vient du Kenya et qui a été tout bonnement élu le meilleur prof du monde en 2019. C'est quand même pas rien. Là, on se dit, mais what the fuck, qu'est-ce qu'il a fait de spécial? En fait, au début de sa carrière, il enseignait dans une école privée avec des enfants de familles aisées. Mais il a choisi de tout quitter pour aller enseigner dans une école du village de Pwani, dans une zone assez reculée et assez aride de la vallée du Rift, à l'ouest du Kenya. Sachant que 90% de ses élèves sont issus de familles très pauvres. Dans cette région, il faut le dire, les élèves, ils abandonnent quand même souvent l'école, notamment les filles qui ont des grossesses précoces et qui subissent parfois des mariages forcés. Sachant que certains élèves doivent parcourir presque 7 km tous les jours pour se rendre à l'école. Et en plus, les moyens de l'école sont très faibles, il n'y a qu'un seul ordinateur et les classes comptent parfois 70 élèves par manque de profs. Bon, en tout cas, Peter Tabichi, il a déjà dépensé près de 80% de son salaire pour acheter les livres et les uniformes de ses élèves. Je précise, c'est pas à lui de le faire. Mais malgré ce contexte difficile, il a réussi à faire progresser ses élèves. Si bien qu'ils ont quand même remporté des concours de la Foire internationale de sciences et de la Société royale de chimie du Kenya. Et enfin, lui, comme il a remporté son prix, vous savez, le meilleur prof au monde, Peter, il a reçu $1 million pour aider l'école. Et ça, c'est pas rien. Ijime.
Alors vous savez, ces dernières années en France, on a connu pas mal d'affaires assez tragiques d'enfants qui sont harcelés à l'école. Mais dites-vous qu'au Japon, le harcèlement scolaire, c'est vraiment à un autre level. En fait, là-bas, le phénomène, ça s'appelle Ijime, ce qui signifie intimidation. Et en vrai, au Japon, l'homogénéité, c'est hyper important. Dès que tu sors un peu du moule, tu prends vraiment cher. En fait, tout le monde doit rentrer dans la case qui est imposée par la société. Et pour symboliser ça, les Japonais, ils utilisent une expression, le clou qui dépasse appelle le coup de marteau. Bon, ce qui fait qu'à l'école, les élèves qui sont un tout petit peu différents deviennent très vite des souffres-douleurs. Parce que non seulement on se moque d'eux, mais parfois ils se font frapper et humilier publiquement. J'avoue que si j'avais été là-bas, moi j'aurais pris vraiment cher. Et certains élèves harcelés finissent par être déscolarisés et une partie d'entre eux deviennent même des hikikomori. Alors les hikikomori, vous savez, en fait, c'est des jeunes japonais qui vivent reclus, enfermés dans leur chambre, à jouer aux jeux vidéo et qui fuient la pression de la société japonaise. Mais pire que ça, le taux de suicide chez les élèves harcelés, il est hyper élevé. Par exemple, en 2024, le Japon comptait environ 700 000 cas d'élèves harcelés, ce qui est quand même une hausse de 7% par rapport à l'année précédente. C'est quand même pas rien. En tout cas, face à cette situation, les autorités japonaises, elles ont voté une loi en 2013. Mais bon, dans la réalité du quotidien, les élèves harcelés ont souvent honte de solliciter les rares psychologues et les travailleurs sociaux qui pourraient les aider. D'ailleurs, pire que ça, les professeurs ont même tendance à fermer les yeux face à l'Ijime, en fait, de peur de ternir l'image de leur école ou même s'attirer des problèmes. Michaela Community School. On a déjà tous eu des profs sévères et stricts, je pense, mais certainement pas autant que ceux de la Michaela Community School. Parce que cette école publique se trouve à Londres, en Angleterre donc, dans le quartier pauvre de Wembley. Et sachant que c'est quand même considéré comme l'école la plus stricte au monde. En fait, l'école, elle a été créée en 2014 par Catherine Birbal Singh, qui est une ancienne prof hyper conservatrice. Et dès l'entrée de l'école, c'est simple, des grands panneaux d'affichage vous mettent dans l'ambiance. Là, on peut par exemple lire, écrit en grand, « Je suis maître de mon destin » ou encore « Travaille dur et sois gentil ». Bon, il est par exemple interdit d'être mal assis ou même d'être distrait ou de parler dans les couloirs ou encore de rêvasser. L'uniforme, c'est le costume cravate pour les garçons et le tailleur strict pour les filles. Si vous marchez du mauvais côté du couloir ou alors que vous mâchez du chewing-gum ou que vous oubliez votre stylo, c'est direct 1 heure de colle. Mais en plus, les pauses aux toilettes sont chronométrées et il est interdit de parler dans les couloirs. Et la directrice de l'école, bien sûr, elle défend son système d'éducation hyper strict. Son argument, c'est que ces élèves, qui sont quand même issus de quartiers défavorisés, ils obtiennent des résultats comparables à ceux de leurs camarades des écoles privées les plus prestigieuses. Par exemple, 80% des diplômés de cette école, ils poursuivent leurs études dans les meilleures universités britanniques suite à ça, alors qu'ils sont issus donc de milieux défavorisés. Mais bon, après, pour contrebalancer, certains affirment aussi qu'en réalité, les profs de cette école auraient pour consigne de préparer les élèves uniquement aux grands examens, sans jamais se soucier de savoir s'ils comprennent ce qu'ils apprennent. Le plus vieil écolier du monde. Bon, est-ce que vous avez un peu en tête cet élève qui a redoublé plusieurs fois et qui était toujours plus âgé que tous les autres élèves de la classe? Mais il est clairement pas au niveau de ce Kenyan qui s'appelle Kimani Nganga Maruge. Parce que lui, en 2004, il s'est inscrit à l'école primaire alors qu'il avait 84 ans. Ce qui lui vaut d'être inscrit au Guinness Book des records comme l'écolier le plus âgé du monde. En fait, Kimani, il a jamais eu la chance d'aller à l'école quand il était petit parce que sa famille, elle était trop pauvre pour payer ses études. Et donc, il a déclaré qu'il souhaitait rattraper le coup suite à une loi de 2003 qui a rendu l'accès à l'école primaire gratuit au Kenya. Et là, l'objectif était pour lui d'apprendre à lire la Bible et à apprendre à compter l'argent qu'il recevait pour sa retraite. Sachant que Kimani, il est parmi les 5 meilleurs élèves de sa classe, c'est l'école primaire, mais quand même. Et il a réussi ses premiers examens d'anglais, de maths et de Swahili, qui est la langue locale. Pour un peu de drama, il se trouve que quelques temps après sa rentrée à l'école, certains parents sont venus manifester devant l'école de Kimani. Parce que selon eux, le vieil homme, il devrait pas aller à l'école parce que sa présence, elle a tendance à distraire les enfants. Mais au final, ce sont les camarades de classe de Kimani, donc les enfants, qui ont protesté contre son exclusion et ce qui fait que Kimani a eu le droit de continuer d'aller à l'école jusqu'à sa mort en 2009. Bon voilà, tout ce que j'ai raconté là, c'était très actuel, c'était sur ces dernières années. Mais maintenant, on va remonter dans le temps et peut-être que là, vous risquez d'avoir une bonne dose de nostalgie. L'affaire Betaram. Alors là, je vais parler d'une affaire qui a fait la une récemment, c'est l'affaire Betaram. Vous savez, c'est un scandale qui touche l'école privée catholique Notre-Dame de Betaram, qui est située dans les Pyrénées-Atlantiques, dans le sud-ouest de la France, c'est là. Parce que des années 50 aux années 2000, cette école, elle aurait été le lieu de très nombreuses violences physiques et sexuelles qui ont été commises sur près de 200 élèves. D'anciens élèves affirment qu'ils étaient régulièrement frappés par les prêtres et les surveillants. Et d'autres rapportent des attouchements commis par des prêtres dans des dortoirs de l'internat. Et tout ça, c'est sans compter les dortoirs sans chauffage
les restrictions alimentaires et la douche hebdomadaire à l'eau froide. Mais en 96, là ça a été too much. Un père a décidé de porter plainte contre l'école après que son fils ait été giflé violemment par un surveillant. Les gendarmes enquêtent au cœur du lycée Notre-Dame, un établissement bien connu dans la région pour la qualité de son enseignement, mais aussi pour sa discipline de fer. Justement, des parents viennent de porter plainte pour coups et blessures. Ils dénoncent, je cite, des méthodes barbares et des punitions moyenâgeuses. Et là, cette affaire a alors fait la une des journaux, car il se trouve que l'établissement, il accueillait l'un des enfants de François Bayrou, qui, au moment des faits, venait d'être nommé ministre de l'Éducation. C'est vrai que c'était un peu gênant, quoi. Mais c'est en fin 2023 qu'un groupe d'anciens élèves se mobilise là pour dénoncer les maltraitances qu'ils ont subies. En fait, une commission d'enquête parlementaire sur le thème des violences scolaires est alors mise en place, et François Bayrou a alors été auditionné pour parler de ça, alors qu'il occupait le poste de Premier ministre. Sachant que s'il a été auditionné, c'est parce qu'on l'accuse de ne pas avoir réagi à l'époque des faits. Après, lui, il dit qu'il n'a jamais eu connaissance des violences pratiquées à Bétarame. Alors j'affirme, je n'ai jamais été informé. Jamais. En tout cas, le pire, c'est que même sa propre fille a témoigné dans un livre des maltraitances qu'elle a subies dans cet établissement. Le mystère de la gomme rouge et bleue. Bon, vous connaissez sans doute tous cette gomme, rouge et bleue donc, on l'a tous eu à un moment, sachant que c'est une gomme de la marque française Maped et son nom officiel c'est la Duo Gomme. Et comme tout le monde, vous vous êtes peut-être posé la question, mais à quoi elle sert en fait cette partie bleue? Est-ce que ça sert à effacer le stylo? On sait pas trop. Eh bien non, contrairement à la légende, ça ne sert pas à ça. En fait, tous ceux qui ont essayé ont fini par déchirer le papier ou alors d'étaler l'encre sur le papier, ça n'avait aucun sens. Parce qu'en réalité, la partie bleue, elle sert également à effacer le crayon, mais pas sur du papier. En fait, elle est utilisée pour effacer les surfaces dures comme le carton, un mur ou même une tapisserie. Donc si vous vous amusez à écrire avec un crayon de papier ou un crayon de bois comme disent nos amis belges sur un mur, utilisez le bleu. Et d'ailleurs cette partie bleue elle est fabriquée avec de la pierre ponce pour la rendre plus costaud, plus abrasive quoi, que ça arrache plus. Et là on se dit mais on s'en fout d'écrire sur un mur. En réalité c'est parce que cette gomme elle est destinée de base à des étudiants d'art ou alors des artisans qui travaillaient sur ces surfaces. Ils écrivaient pas que sur du papier vous voyez. Sachant que Maped, donc le nom de la marque, ça signifie manufacture d'articles de précision et de dessin. Et elle fabriquait aussi des compas et des outils pour les architectes. Et même si elle cible maintenant les enfants, la marque elle continue de commercialiser cette gomme pour des raisons purement marketing quoi. Une étude a montré que les parents continuent d'acheter notamment cette gomme là pour leurs enfants vraiment par pure nostalgie. Nelson Muntz. Bon, si vous kiffez la série culte Les Simpsons, je pense que vous connaissez le personnage de Nelson, vous savez, c'est l'incarnation du harceleur. Il est vraiment connu pour foutre la misère à Bart Simpson et puis à ses potes. En tout cas, Nelson, lui, il vit seul avec sa mère stripteaseuse dans une maison délabrée parce que son père, il les a abandonnés quand il était petit. On retient surtout de lui son fameux rire, qui est devenu un mème, quoi, honnêtement. Et le personnage de Nelson, il est vraiment représentatif de comment étaient représentés les harceleurs dans les années 90-2000 à la télé. C'est par exemple le cas de Larry Kubiak dans Parker Lewis ne perd jamais, ou même de Cartman dans South Park. Pareil, eux c'est des harceleurs. En fait, ils sont tous cancres, costauds, et ils ont tous tendance à martyriser les élèves de la classe. Et d'ailleurs, au passage, comme Nelson, Cartman, il est issu d'une famille pauvre, il vit avec sa mère célibataire. Et quant à Kubiak, c'est un cancre qui ne réussit que dans le sport. Et il se trouve que en créant le personnage de Nelson dans les années 90, Matt Groening, le créateur des Simpsons, il a vraiment voulu dénoncer l'échec du système scolaire américain. Parce que à cette époque, les élèves issus des quartiers défavorisés, ils finissaient souvent par échouer et par quitter l'école très jeunes. Et souvent, en fait, c'est des gamins qui se cachent derrière une personnalité de brute pour ne pas montrer leur faiblesse. D'ailleurs, dans un épisode, Nelson, il déclare « Je ne pleure que quand je ne suis seul à la plage, car mes larmes paraissent petites face à l'océan. » avant de mettre 3 raclés aux autres. Le stylo Bic 4 couleurs. Bon, maintenant, je vais vraiment parler d'une star des trousses d'école, c'est le stylo Bic 4 couleurs. En fait, c'est l'un des stylos les plus vendus au monde avec 1 million de Bic 4 couleurs qui sont produits chaque semaine. Et il existe même des collectionneurs qui en possèdent plusieurs milliers. Puis Bic aussi est malin parce que Bic a sorti des séries où si on veut les avoir, il faut les acheter. Sauf que ce qu'on sait moins, c'est que ce stylo, il est vraiment vieux. Il a plus de 50 ans parce qu'il a été inventé en 1969. Parce qu'à cette époque, les stylos Bic commençaient à remplacer les stylos plumes et les encriers qui étaient moins pratiques. Mais là, l'idée de génie qu'a eu Bic, elle réside dans le slogan « Changer de couleur d'encre sans changer de stylo ». Et tout comme l'autre modèle phare qui est le stylo cristal, c'est celui-là, je pense que vous l'avez aussi eu, on en a plein de tous les côtés. En fait, il s'agit de l'un des tout premiers stylos pas chers et jetables. En tout cas, les parents trouvent ça plus économique d'acheter un 4 couleurs, ils achètent qu'un stylo au lieu de 4, ça ne fait pas économiser beaucoup, mais c'est toujours ça de gagner, ce qui explique d'ailleurs le succès du truc. D'ailleurs, peut-être que vous vous demandez, elle sert à quoi cette foutue boule là au bout du stylo? Déjà, non, ça sert pas à la mâchouiller. On a toujours un peu peur quand on prête notre 4 couleurs à un autre élève parce qu'il n'avait pas ses affaires, qu'il nous le rende une semaine après, complètement mordillé de tous les côtés
côté. Et il fait merci, c'était sympa. Non, du coup cette boule, en fait, elle servait jusque dans les années 80 pour les téléphones qui étaient à cadran. Parce que les téléphones à cadran, c'est vraiment ça, c'est une antiquité, ça n'existe plus maintenant. Bah c'était un peu laborieux de tourner le cadran avec les doigts. Et pour éviter de se faire pincer les doigts, eh bien on pouvait utiliser la boule du stylo 4 couleurs. Stabilo Boss. Bon, en dehors des stylos, des gommes, des crayons, vous aviez sans doute des surligneurs dans vos trousses. Et bien sûr, le plus célèbre des surligneurs, c'est le Stabilo Boss jaune fluo. Et lui, il a été fabriqué par la marque allemande Schwann Stabilo. Et son histoire, elle est assez insolite. En fait, au départ, Stabilo, ce n'est qu'une toute petite entreprise familiale qui a été fondée au 19e siècle et qui fabrique des crayons de papier. Et alors qu'elle est au bord de la faillite, là, elle est rachetée par un certain Gustav Schwanhauser. Après le rachat, la marque fonctionne bien. Malgré tout, elle décline progressivement au fil des années. Et c'est alors le petit-fils de Gustave, un certain Gunther, qui va sauver la marque de la faillite. Parce qu'en 1969, lors d'un petit voyage aux États-Unis, Gunther, il remarque que des étudiants américains ont l'habitude de souligner des parties importantes de leurs cours avec les feutres. Sauf qu'à force, vous le savez, les cours deviennent illisibles à force de tout souligner. Et là, à la demande de Gunther, les ingénieurs de chez Schwann Stabilo, ils mettent alors au point un feutre à l'encre fluorescente qui permet de surligner tout en laissant les mots visibles. Mais Gunther, il détestait la forme cylindrique, un peu comme par exemple ça, du stylo. Donc à un moment, il est enragé, il le jette par terre et il l'écrase avec son pied. Et là, sans le vouloir, en fait, il a donné la forme finale au Stabilo avec sa pointe en biseau. Et là, pourquoi ça s'appelle Stabilo Boss d'ailleurs, c'est pour être juste Stabilo? Parce que à la base, ça devait servir au patron d'entreprise pour annoter rapidement plein de documents. Au final, je sais pas si les patrons l'utilisent souvent. Bon, quoi qu'il en soit, depuis sa création, plus de 1 milliard de Stabilo Boss comme lui ou lui ont été vendus dans le monde. La chaise Mulca 510. Alors peut-être si je vous dis Mulca 510, veut dire what, de quoi tu parles, ça vous dira rien. Mais si je vous dis que c'est le nom de cette chaise, là, ça vous rappelle des souvenirs. Parce que oui, ce modèle de chaise, il a longtemps été répandu dans les écoles françaises, juste dans les années 90. Donc moi, vraiment, je l'ai connu. Mais il faut remonter dans les années 60 pour trouver son origine. Parce qu'elle a été imaginée par Robert Muller et Gaston Cavaillon, qui ont fondé après la société Mulca. Et dès le départ, cette entreprise, elle est spécialisée dans la fabrication de chaises à destination des écoliers. À un moment, l'éducation nationale, ils font appel à eux pour équiper la majorité des classes d'école primaires. Cependant, les premiers modèles de chaises, ils ont plusieurs défauts. Le bois utilisé a parfois des échardes, quand on se les prend dans les fesses, c'est pas agréable, et le métal, il est pas super costaud. Et c'est donc en 1964 qu'ils ont inventé la Mulca 510. Waouh, délire. Et elle est beaucoup plus solide, il n'y a pas de vis, et elle est plus confortable. Et ça devient alors la première chaise homologuée par l'éducation nationale, et il s'en vend alors 10 millions dès les premières années. Sauf que le problème, c'est que la demande est tellement forte que l'usine Mulca n'arrive pas à suivre le rythme. Et donc, ils sont obligés de filer le brevet de fabrication à d'autres marques. Elle perd alors le monopole de fabrication. À un moment, elle finit par faire faillite dans les années 90. En tout cas, voilà, après cette petite dose de nostalgie, là, on va remonter encore plus loin dans le temps pour des époques que ni vous, ni vos parents n'ont connues. Les écoles ménagères. Bon, là, mesdames, je vous le dis, ce dont je vais vous parler, ça risque peut-être de vous faire grincer les dents. Parce que pendant longtemps, les filles étaient exclues de l'école publique. En fait, au 19e siècle, on leur apprenait les traditions religieuses, ou alors comment gérer une maison en tant que femme au foyer, et comment élever les enfants. Et d'ailleurs, des manuels d'apprentissage ménager sont à ce moment-là publiés pour apprendre aux jeunes filles à devenir de parfaites épouses et mères. Mais c'est vraiment dans les années 1950 que cet apprentissage fait son apparition dans les écoles de filles avec des manuels d'éducation ménagère. En fait, dans ce bouquin, on trouve surtout des astuces de grand-mère, parfois justifiées par des références à la physique, la chimie ou même la biologie. Mais c'est vraiment au sein des écoles privées catholiques ou des collèges ou des lycées techniques que les filles vont vraiment apprendre la pratique. Donc comment être des bonnes mères. Et d'ailleurs, on appelait ces établissements des écoles ménagères. La croissance, l'alimentation, l'hygiène de bébé, pour elles, n'auront plus de secret. Et quand les jeunes filles apprennent la puériculture, les enfants se portent mieux, la mortalité diminue chez les tout-petits. Et les filles, dedans, elles avaient des cours de cuisine, de couture, de repassage. Et on leur apprenait aussi comment s'occuper d'un bébé ou même comment faire des économies. Bref, ces écoles ménagères, elles ont existé jusque dans les années 1980, mais elles ont fini par disparaître avec l'apparition des écoles mixtes. Parce que les écoles mixtes, donc quand les garçons et les filles pouvaient aller au même endroit, donc la même école, c'est vraiment que dans les années 80, au début des années 80, où ça a commencé à apparaître. Parce que avant ça, on était dans une vision très sexiste et assumée du rôle de la femme et de l'homme dans la société. Ce qui reflétait la société très patriarcale de l'époque, logiquement. Et même quand on y pense encore aujourd'hui, les garçons apprennent moins que les filles à gérer une maison. Bon, là maintenant, c'est plus à l'école, puisque là, ça a été assez bien nivelé, garçons comme filles, mais c'est plus de manière générale dans la société ou avec leurs parents. Et donc, résultat, les femmes sont encore celles qui vont assurer, encore aujourd'hui, une bonne partie des tâches ménagères au sein des couples. Les Napolas.
Alors, il se trouve que dans les années 30, Hitler était au pouvoir et il avait une ambition pour la jeunesse, en faire de parfaits soldats totalement soumis à l'idéologie nazie. Vaste programme donc. Et pour ça, en fait, il va mettre en place les fameuses jeunesses hitlériennes. Et du coup, ces organisations avaient pour but d'endoctriner les jeunes garçons et les jeunes filles de 10 à 18 ans pour en faire des futurs soldats. Mais en parallèle, il existait des écoles un peu plus secrètes. Et leur nom complet, c'est celui-ci. C'est un peu compliqué à prononcer, je vous avoue, mais on les surnommait surtout les Napolas. Et le but de ces écoles était de former les futurs chefs militaires et administratifs de l'État nazi. Et ces écoles, elles s'inspiraient directement des écoles d'élite britanniques, réputées là pour être super strictes. Et seuls les enfants considérés comme étant, je cite, de race pure, pouvaient y être inscrits. Et là, pour être acceptés, ils devaient être très sportifs, avoir le goût du commandement et avoir des capacités intellectuelles, là aussi, je cite, moyennes. Bref, ces écoles étaient supervisées directement par les SS. Et en 41, il existait 30 Napolas qui pouvaient alors accueillir jusqu'à 6000 élèves. Bref, dans ces écoles-là, l'enseignement se faisait à la dure et les garçons apprenaient à s'endurcir, voire même à devenir très violents. D'ailleurs, l'une des épreuves d'entrée consistait à faire sauter dans la mer Baltique des élèves qui ne savaient pas nager. Bon, en tout cas, avec l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale, l'enseignement se radicalise et on commence à apprendre aux enfants à manier des armes de guerre. Au final, la plupart des élèves des Napolas, alors qu'ils sont encore à l'école, finissent par rejoindre les rangs des Waffen-SS, qui était l'armée d'élite d'Hitler. Et, bien entendu, une bonne partie d'entre eux finiront par mourir au combat. La pédagogie Montessori. Bon, voilà, de nos jours, lorsqu'on parle de méthode d'éducation alternative, il y a un nom qui revient souvent, peut-être vous connaissez, c'est la méthode Montessori. En fait, ça, c'est une méthode qui est basée sur le respect du rythme de l'enfant et qui favorise l'autonomie et l'apprentissage par l'expérimentation. Mais cette méthode, elle est quand même très ancienne, quoi. Ça remonte pas il y a 5 jours. Et elle tient son nom de Maria Montessori, qui l'a inventée en 1907. Sachant que Maria Montessori, quand même pour info, c'est la toute première femme à avoir été diplômée en médecine en 1897. Et donc, c'était en Italie. Bref, à ce moment-là, elle commence alors à travailler au sein de la clinique psychiatrique de l'université de Rome. Et là-bas, elle doit s'occuper d'enfants déficients mentaux. Mais elle réalise rapidement qu'on ne leur fournit ni jeux, ni objets pour leur permettre de développer leurs capacités. Bref, quelques temps plus tard, en 1907, elle décide donc de créer sa propre école à Rome et elle est nommée Casa dei Bambini, qui veut dire maison des enfants. Et cette école, elle lui sert alors de laboratoire pédagogique pour mettre en place sa méthode. Sauf que le problème, c'est qu'en 1936, le parti fasciste, il arrive au pouvoir et il fait fermer les écoles montessoriennes en Italie. Et il interdit la diffusion de la méthode Montessori. Parce que là, en effet, les idées de Maria Montessori, ça allait vraiment à l'encontre du système éducatif traditionnel. Faut quand même que je le dise, mais encore de nos jours, certains critiquent ces écoles qui sont qualifiées de laxistes ou même qui sont réservées à des élites. Ce qui fait que notre chère Maria Montessori, elle a fini par fuir aux Pays-Bas et en Inde durant la guerre. Là-bas, elle a continué à promouvoir sa méthode autour du monde jusqu'à sa mort. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on compte quand même 22 000 écoles Montessori partout sur le globe. La guerre des boutons. Alors peut-être que vous avez déjà vu La Guerre des boutons, vous savez, ça a été plusieurs films qui ont quand même hyper bien marché à l'époque. Mais à la base, tout ça, c'est un roman. Et il a été écrit par un instituteur nommé Louis Pergaud en 1912. Et l'histoire dans le roman raconte une guerre entre deux villages rivaux et les garçons de chaque village s'affrontent à l'école dans une guerre où le but est alors de couper les boutons des vêtements des enfants ennemis. Parce qu'il faut se dire qu'à l'époque, la guerre avec la Prusse, elle a fait perdre l'Alsace-Lorraine à la France et ça, c'est vraiment dans les mémoires des Français. Ils l'ont pas supporté. Et donc, à l'école, on prépare les enfants à un futur conflit avec des cours qui sont clairement orientés vers l'amour de la patrie et vers le fait de retrouver l'Alsace-Lorraine notamment. Et bref, en tout cas dans La Guerre des boutons, la guerre entre les enfants est donc une métaphore de la vraie guerre qui s'annonce. Et d'ailleurs, dedans, les enfants s'insultent gaiement en se traitant de Boches ou de Prussiens, clairement pour dire que ce sont des Allemands, quoi. Et les personnages, donc notamment les enfants, s'expriment souvent en patois franc-comtois, qui est une langue régionale. Et ça s'explique quand même par un truc très bête, parce que ça, on l'a clairement oublié, mais autour des années 1900, donc il y a plus d'un siècle, on estime que un quart des enfants français ne considéraient pas le français comme leur langue maternelle. Et aussi, en fait, le père Simon, qui est l'instituteur des enfants, c'est aussi un symbole des professeurs à l'ancienne, qui est très strict, avec des cours très théoriques et des leçons de morale. Ça, c'était les cours de l'époque. Et si son roman, il avait autant marché, c'est parce que c'était une critique, en fait, de son époque. Il critiquait la guerre, lui, il aimait vraiment pas ça, il était pacifiste dans l'âme, et il critiquait aussi l'église, parce que les profs de l'époque, ils étaient très formatés dans un truc très religieux. La façon de Jules Ferry.
Alors, vous savez, en France, on compte environ 600 établissements qui portent le nom de Jules Ferry. En fait, c'est le nom le plus donné à des écoles, collèges et lycées. Et ça s'explique peut-être un peu parce qu'il est considéré, Jules Ferry, comme celui qui a mis en place l'école publique obligatoire, gratuite et laïque. Et ça, c'était quand il était ministre de l'Instruction publique, voilà, qui est donc l'ancien nom de l'éducation nationale, à la fin du 19e siècle. Mais Jules Ferry, eh bien, il possède un côté un peu plus dark, qui est un peu moins mis en avant, faut le dire. C'était un grand défenseur de la colonisation pour des raisons très économiques et stratégiques. Pour lui, c'était très simple. Le but, c'était d'exploiter les richesses des colonies et de concurrencer les autres puissances coloniales européennes. Mais il se trouve que derrière cette vision très coloniale, il se cache une petite idéologie qui de nos jours peut paraître vraiment raciste. En fait, Jules Ferry, il pense ainsi, je cite, « Les races supérieures ont le devoir de civiliser les races inférieures ». Et ça, bon, évidemment, aujourd'hui, c'est choquant, mais il faut se dire qu'à cette époque-là, à la fin du 19e siècle, c'est une vision qui est vraiment répandue. C'est pas du tout saugrenu de le penser, quoi. En fait, les populations des colonies, notamment en Afrique, sont perçues comme des sauvages peu évolués qu'il faudrait éduquer à la vision occidentale qui est forcément supérieure, bien sûr. Du côté des opposants de Jules Ferry, alors effectivement, ils trouvent que tout ça est quand même un poil raciste, faut quand même pas abuser, et surtout, ça coûte cher à l'État, et c'est très meurtrier de devoir aller coloniser plein d'autres pays qui sont loin de la France. Au moment où Jules Ferry était au pouvoir, il en a profité pour favoriser la présence française à Madagascar, en Tunisie, en Afrique noire et au Tonkin, qui est au nord du Vietnam actuel. Et chacune de ces conquêtes se sont accompagnées de massacres de populations locales et de nombreuses pertes au sein de l'armée française. L'invention du tableau noir. Alors bon, s'il existe bien un symbole incontournable de l'école à l'ancienne, c'est bien le tableau noir. Et ce tableau noir, on le doit à un certain professeur écossais du 19e, un certain James Pillans. Et ce James, il a débuté sa carrière comme prof de géo dans un lycée d'Édimbourg. Et à l'époque, donc il n'y avait pas de tableau noir, Et là, James, il remarque que ses élèves, ils avaient des petites ardoises individuelles pour écrire leurs réponses à la craie. Mais les ardoises, elles étaient trop petites pour dessiner des cartes. Alors, il a eu l'idée d'enlever le cadre en bois des ardoises et de les suspendre à un mur pour former une sorte de grande ardoise géante. Et là, apparemment, suite à ça, les élèves arrivaient à mieux suivre et à comprendre lorsque James dessinait ses cartes sur ce tableau, fait de plein d'ardoises donc. Mais ça va être un autre prof, un certain George Barron, qui a ensuite popularisé l'usage du tableau noir. Parce qu'il s'est inspiré de son prédécesseur pour faire fabriquer un grand tableau pour expliquer ses formules de mathématiques. Voilà, le temps passa et au XXe siècle, comme l'ardoise est devenue chère, certains tableaux ont été fabriqués en bois et peints ensuite de verre foncé. Sauf que le souci, c'est que la craie, elle finissait par laisser des traces impossibles à retirer sur le bois et ça faisait pas mal de poussière. Et puis c'était quand même un peu chiant de devoir effacer le tableau avec un chiffon humide et d'attendre que ça sèche pour pouvoir écrire de nouveau. Je pense que vous avez connu ça. D'où l'arrivée dans les années 80 du fameux tableau blanc et des feutres. Sauf que là, d'autres problèmes, c'est que les feutres, ils ne marchaient jamais assez bien. Il y en avait toujours un qui déconnait et donc le prof n'arrivait pas en tout cas à écrire au tableau. Moi, ça m'était arrivé tellement de fois, mais c'est une autre histoire. Il est maintenant temps de remonter encore plus loin dans le temps et on va parler de choses que tout le monde a oubliées de nos jours. La dictée de Mérimée. Alors bon, pour celles et ceux qui ont des petits soucis avec l'orthographe, c'est pas grave, le français est une horreur à apprendre. Mais c'est pas le sujet. En tout cas, je vais vous parler d'un truc que vous n'allez pas aimer, c'est la dictée la plus dure du monde. Et elle a été inventée par l'écrivain Prosper Mérimée en 1857. Et là, le but, c'était tout simplement de divertir les invités de Napoléon III et de l'impératrice Eugénie. Vraiment, on s'amusait comme on pouvait à l'époque. Il y a sans TikTok, que faisaient les gens, quoi. Et bon, si pour vous la dictée, ça vous rappelle des cauchemars d'école, à l'époque, c'était un petit peu un jeu à la mode, comme les cartes ou alors les charades. Et c'est donc lors d'un dîner regroupant des invités prestigieux que l'impératrice Eugénie aurait demandé à Mérimée de leur faire une dictée. Elle lui aurait demandé d'en faire une vraiment très difficile afin de pouvoir rire des fautes des invités. Bon, en tout cas, une fois la dictée terminée, Mérimée aurait corrigé lui-même les copies. L'empereur Napoléon III aurait commis 75 fautes, l'impératrice Eugénie 62 fautes et l'écrivain Alexandre Dumas, le fils, par contre, 24 fautes. En fait, seul le prince de Metternich, ambassadeur d'Autriche, n'en aurait fait que 3. Parce qu'il se trouve qu'en réalité, la dictée est remplie de mots compliqués, de pièges de tous les côtés. Par exemple, dans la même phrase, le mot cuisseau, qui désigne la cuisse d'un chevreuil, s'écrit par contre cuisseau pour désigner la cuisse d'un veau. Les pièges comme ça, insupportables. Mais bon, c'est pas tout. On trouve aussi des mots pas simples comme amphitryon, exigu, douairière ou même marguillier. Je suis même pas sûr de la façon dont ça se prononce. Bref, essayez de la faire sur internet si ça vous chante, vous verrez que c'est impossible de ne pas faire beaucoup de fautes. Le collège d'Eton. Faut le dire, mais le collège d'Eton, c'est l'une des écoles les plus prestigieuses au monde. Elle a été fondée en 1440
par le roi Henri VI pour servir d'école à 70 garçons pauvres. Donc au départ, on y apprenait que le latin et les journées scolaires duraient de 5h du matin à 20h du soir. Et très vite, le collège d'Eton, il a abandonné sa dimension de collège pour pauvres. Et il se met en fait à attirer de plus en plus d'enfants issus de nobles familles. Et au 19e siècle, on a commencé à y apprendre le cricket ou l'aviron, qui sont des sports pratiqués par des aristocrates anglais à la base. Petit à petit, l'inscription est réservée aux familles riches et certaines y inscrivent leurs enfants dès sa naissance pour s'assurer qu'il ait une place. Au fil des années, Eton va former de nombreux premiers ministres, des leaders mondiaux et même de futurs lauréats du prix Nobel. Et parmi des élèves célèbres, on pourrait citer les anciens premiers ministres comme Boris Johnson et David Cameron, ou même Aldous Huxley, George Orwell ou même Ian Fleming. En tout cas, sachez-le, cette école existe encore aujourd'hui et elle forme encore des gens. Mais il y a aussi des princes qui sont passés là-bas comme William et Harry, donc les princes d'Angleterre qui ont fait leurs études. D'ailleurs, petit fun fact, mais c'est à Eton que Harry il aurait testé la marijuana et ses notes étaient alors si mauvaises que les journaux britanniques se sont moqués de lui. En tout cas, de nos jours, sachez-le, l'école est ouverte à tous. Mais la sélection à l'entrée reste hyper compétitive et les frais de scolarité sont de pratiquement 50 000 €. Et je précise, par an. Le bonnet d'âne. Bon, vous connaissez sans doute l'élève du Cobu, vous savez, c'est le personnage de cancre le plus célèbre de France, que ce soit en BD ou au ciné. Et justement, l'un des accessoires qui le caractérise, c'est bien sûr son bonnet d'âne. Eh bien, figurez-vous que l'invention du bonnet d'âne, c'est super ancien. En fait, ça remonte au Moyen-Âge et en Écosse. Et à l'époque, un philosophe du nom de John Duns Scott était célèbre pour sa vision révolutionnaire de la philosophie et de la religion. Et ce John Duns Scott, il était aussi connu pour porter un bonnet pointu qui symbolisait, selon lui, la connaissance. Sauf que pendant la Renaissance, les adeptes de la philosophie de Duns étaient assez décriés, quoi. En fait, on les accusait d'être prétentieux, de jouer les monsieur je sais tout, d'étaler leur culture de manière assez ridicule, comme une confiture qu'on étale alors qu'on en a pas assez, ça va pas du tout. Et bref, on se mettait à surnommer ces pseudo-intellectuels des Duns. Et donc, petit à petit, l'insulte a dérivé pour finir par désigner quelqu'un d'idiot et de stupide. Et on a aussi détourné le fameux bonnet pour le transformer en oreille d'âne, sachant que l'âne a été choisi à cause du cliché que c'est un animal assez têtu et bête, on va dire. Ce qui fait que donc, au fil du temps, les bonnets d'âne ont été fabriqués en papier par les instituteurs pour punir les élèves qui travaillaient mal. Alors, au départ, le bonnet d'âne, il servait vraiment à remplacer les châtiments corporels. Au lieu de donner des coups, on lui mettait ça, quoi. Mais ça s'est vite transformé en moyen d'humilier les élèves en public. Tu vas avoir le droit au bonnet d'âne. Vous avez le droit de vous moquer. Et c'est pourquoi il a fini par disparaître des écoles françaises à partir des années 1960. Alors que les châtiments corporels, eux, des coups de règle sur les doigts, des coups de ceinturon et compagnie, ça a été interdit officiellement en 1803, il y a plus de 200 ans. Mais évidemment, les profs ont continué à le faire jusque dans les années 70. Croyez-moi, mes parents, ils sont passés par là. Charlemagne n'a pas inventé l'école. Alors quand on demande aux gens qui a inventé l'école, la réponse c'est souvent Charlemagne. En même temps, c'est aussi la réponse qu'on retrouve dans une célèbre chanson de France Gall, Sacré Charlemagne. Sacré Charlemagne. Mais bon, en vrai, quand même, quand on y réfléchit un petit peu, c'est pas logique du tout. En fait, les premières écoles, elles datent de l'Antiquité, bien avant l'époque de Charlemagne, quoi. En fait, la question, c'est de savoir comment est née cette croyance populaire. Parce que oui, en fait, Charlemagne, alors il a pas inventé l'école, par contre, il a inventé une école. Et cette école, elle se trouvait au niveau de son palais d'Aix-la-Chapelle, et elle accueillait les enfants issus de la noblesse du royaume. À ce moment-là, on est vraiment au Moyen-Âge, en plein 8e siècle, et dans cette école-là de Charlemagne, on enseignait aux jeunes garçons la lecture, l'écriture, le calcul, l'astronomie, la religion chrétienne, bien sûr. Et le but de cette école, c'était de former les futures élites qui l'aideraient plus tard à diriger son empire. Mais Charlemagne a également demandé à ce que soient créées des écoles au niveau de chaque monastère du pays. Et ça en faisait beaucoup. En fait, le but, c'était de former des clercs, des religieux, instruits, quand même, qui pouvaient maîtriser les lois et les faire appliquer. Mais ce sera vraiment un certain Notker le Bègue, qui est un moine écrivain et poète, qui a lancé le mythe de Charlemagne comme l'inventeur de l'école. En fait, dans un ouvrage intitulé Gesta Caroli Magni, il raconte des anecdotes sur la vie de Charlemagne de manière assez élogieuse. Et pour rendre hommage à Charlemagne, qui était l'ami des moines et des savants, il a un peu enjolivé l'histoire, on va dire. Les Calmécaques des Aztèques. Parce que là on parlait un petit peu Moyen-Âge, en France et tout, mais les écoles d'élite, c'est pas uniquement des créations occidentales. Parce que la civilisation aztèque, donc je le rappelle, qui est sur l'emplacement de l'actuel Mexique, et qui a connu son apogée entre le XIIIe et le XVIe siècle, avant qu'il y ait les Européens qui viennent leur foutre dessus, eh bien elle possédait aussi des écoles prestigieuses. Et on appelait ça des Calmécaques. En fait, c'était des écoles construites à côté de temples religieux, et les Calmécaques, ils servaient à former les hauts fonctionnaires et les prêtres aztèques. Et ces Calmécaques étaient réservés aux élites royales, mais
aussi aux enfants de riches commerçants ou d'artisans de luxe. Là, l'enseignement était véritablement centré sur la religion, même si on pouvait apprendre la musique ou la poésie. D'ailleurs, plus original, mais les élèves avaient même des cours d'astrologie, mais aussi de lecture de calendrier sacré, mais aussi d'interprétation des rêves. C'est assez fou ça. En tout cas, au sein des Calmécaques, ça rigolait vraiment pas niveau discipline. Les élèves, ils devaient apprendre à jeûner fréquemment afin de se nourrir uniquement intellectuellement. Moi, j'ai essayé, j'ai pas réussi, je vous avoue. Mais en tout cas, pire, l'automutilation faisait partie de l'apprentissage. En fait, c'est simple. Tous les jours, les élèves devaient se scarifier jusqu'au sang avec des épines d'agave, qui était la plante la plus célèbre du Mexique. Et le but derrière, c'était de leur apprendre le contrôle de soi et de ne pas se laisser distraire par leur corps. Et d'ailleurs, fait assez rare pour l'époque, mais les filles avaient aussi le droit d'aller dans les Calmécaques. Sauf que bon, en réalité, elles devaient s'occuper de l'entretien du temple. Mais les filles aussi apprenaient à tisser et à honorer les dieux et restaient à l'école jusqu'à leur mariage. Comme quoi, le sexisme dans l'éducation, ça date pas d'hier. Les Mekteb. Alors, je vous le dis, parmi les plus vieilles écoles de l'histoire, on trouve les Mekteb. Et ce sont en fait des écoles qui ont vu le jour au Moyen-Âge, mais là c'était au sein de la civilisation arabo-musulmane. Et en fait, les Mekteb étaient l'équivalent des écoles primaires et des collèges. Là-bas, on y apprenait la lecture et l'écriture de l'arabe, mais aussi l'arithmétique et les lois islamiques. Alors bon, au tout départ, il s'agissait d'écoles installées près des mosquées et réservées aux orphelins. Mais petit à petit, tous les enfants ont pu y aller. Par exemple, le célèbre savant persan Avicenne, pour que vous sachiez, c'était le philosophe et le médecin le plus influent du monde arabo-musulman de l'époque. Et Avicenne, il indique que les enfants doivent être envoyés à la Mekteb à partir de l'âge de 6 ans et jusqu'à 14 ans. Et surtout, il veut rompre avec la tradition qui voulait que chaque enfant apprenne seul avec un maître. En fait, Avicenne, il a insisté sur la nécessité de former des groupes d'élèves, de les faire débattre et de favoriser la compétition entre eux. Bon, par contre, il n'avait pas forcément prévu que les maîtres au sein des Mekteb, ils utilisaient des punitions comme la falaka. Et la falaka, en fait, c'est une punition qui consiste à donner des coups de bâton sur la plante des pieds. Quoi qu'il en soit, les Mekteb ont vraiment permis d'augmenter grandement le taux d'alphabétisation dans ces régions. Et à présent, je vous propose qu'on remonte encore plus loin dans le temps pour arriver aux origines de l'école, là où tout a commencé. Confucius. Alors Confucius, c'est pas seulement un vieux barbu qu'on utilise aujourd'hui pour des citations inspirantes. À la base, c'était un homme qui a joué un rôle fondamental dans l'histoire de l'éducation en Chine. Parce que Confucius, c'était un philosophe qui avait vécu entre le 6e et le 5e siècle avant JC. En tout cas, selon Confucius, les humains sont des êtres perfectibles qui doivent apprendre tous les jours pour s'améliorer. Parce qu'il se trouve qu'avant Confucius, les écoles étaient tenues par des fonctionnaires et elles étaient réservées aux nobles. Mais lui, il décida donc d'ouvrir une école privée accueillant aussi bien les pauvres que les riches. Et au fil du temps, son école a fini quand même par former près de 3000 élèves, ce qui est exceptionnel pour cette période de l'histoire. D'ailleurs, dans son école, l'éducation morale est prioritaire et elle est centrée sur la bienveillance. Les élèves, là-bas, apprennent le respect des aînés, la tolérance, la sagesse et le courage. Et l'enseignement intellectuel, c'était simple, il était basé sur les 6 ouvrages rédigés par Confucius lui-même. Les élèves y apprenaient alors la philosophie, l'histoire, la politique, l'économie, la culture. Et en parallèle, les élèves devaient aussi apprendre 6 arts. Les rites religieux, la musique, le tir à l'arc, la conduite de char, la calligraphie et les mathématiques. En tout cas, Confucius a consacré la majorité de sa vie à l'enseignement jusqu'à sa mort à l'âge de 72 ans. Mais sa pensée, comme vous le savez, elle a inspiré le système d'éducation chinois jusqu'à encore de nos jours. Ce qui peut d'ailleurs peut-être expliquer les très bons résultats scolaires des élèves chinois et leur recherche incessante de l'excellence. L'ancêtre des cahiers. Bon, sous l'Antiquité romaine, les écoliers n'utilisaient pas de cahiers. Ça n'existait pas à l'époque, le papier n'existait pas. En fait, le seul papier utilisé à ce moment-là, c'était le papyrus, qui était hérité des Égyptiens. Mais le papyrus a coûté vraiment trop cher pour servir de papier pour des écoliers, quoi. C'était vraiment un papier pour écrire des trucs sacrés, quoi, presque. Et c'est pourquoi, en fait, les élèves utilisaient plutôt des tablettes de bois recouvertes de cire. Pour écrire dessus, ils utilisaient un objet pointu appelé stylus, qui permettait donc de tracer des sillons dans la cire, quoi. Et plus tard, le stylus a donné le mot stylo. Et d'ailleurs, l'autre bout du stylus, qui était plus plat, ça permettait ensuite d'effacer ce qu'on avait écrit en lissant la cire. Et après, plusieurs tablettes pouvaient être parfois reliées entre elles avec des lanières de cuir afin de former des sortes de cahiers. T'allais pas avoir 200 pages dans ton cahier, sinon tu te trimballais un truc comme ça, quoi. Et ensuite, ces tablettes, on pouvait les utiliser en dehors de l'école pour envoyer des messages très rapidement. Et après, c'était quand même pratique puisque la personne qui recevait le message n'avait qu'à l'effacer et réécrire par-dessus. D'ailleurs, petit fun fact sur ça, mais près de 400 tablettes de cire romaines ont été découvertes par hasard à Londres en 2016 lors d'un chantier. Et on a réussi à en déchiffrer environ 90 et la plupart concernaient des demandes de paiement, des prêts d'argent ou des litiges financiers. Il n'y a pas d'époque pour demander de la thune. Et d'ailleurs, le comble, c'est que ces tablettes ont été découvertes à l'emplacement du nouveau siège européen du groupe financier américain Bloomberg, juste à côté de la Banque d'Angleterre. Les abacs.
Alors bon, s'il y a bien un outil scolaire que les élèves de l'Antiquité ne possédaient pas, c'était la calculette, bien sûr. Et donc, ils utilisaient non pas la calculatrice, mais son ancêtre qu'on appelle l'abaque. En fait, les abaques, c'était utilisé par les Romains et les Grecs pour compter plus rapidement. C'est sûr qu'avec les doigts, à un moment, on est limité. Et c'était en fait des planches de bois sur lesquelles étaient dessinées des colonnes. On plaçait ensuite des jetons en bois ou des cailloux pour indiquer le nombre dans chaque colonne. D'ailleurs, au passage, le mot calcul, eh bien, ça vient du latin calculus, qui signifie caillou. Parce que, du coup, à l'époque, vraiment, on comptait avec des cailloux. Mais il existe une version encore plus ancienne et qui vient cette fois-ci de la tradition orientale. Et on les appelait les abaques à poussière. En fait, c'était presque le même principe, sauf que elle avait des bords relevés et elle était remplie de sable fin. Et sur ce sable fin, on traçait des chiffres directement sur le sable. Mais bon, quoi qu'il en soit, les abaques furent très utilisés durant toute l'Antiquité. Et par la suite, ça a été remplacé par un truc que vous connaissez, c'était les bouliers chinois et japonais au Moyen-Âge. Mais vraiment, les bouliers, c'est leurs descendants. Et les bouliers, donc, c'était des cadres en bois avec des boules qu'on faisait coulisser le long de tiges pour compter. D'ailleurs, la version russe du boulier, qui s'appelle le shioty, eh bien elle a quant à elle été utilisée dans les écoles françaises jusqu'au début du XXe siècle. L'agogé de Sparte. Alors dans un autre style, à Sparte, qui est l'une des cités les plus puissantes de la Grèce antique, eh bien l'éducation des enfants était beaucoup moins soft que partout ailleurs, on va dire. En fait, le système éducatif spartiate se nommait l'agogé. Et il a vu le jour environ au 6e siècle avant JC. Et là, ça ne concernait que les garçons, encore une fois, qui étaient formés à devenir des citoyens, mais aussi des soldats d'élite. Un petit peu comme ceux que vous avez pu voir dans le film 300, quoi. En tout cas, dès l'âge de 7 ans, les garçons sont retirés de leur famille pour suivre une formation assez rigoureuse et stricte. Et là, au départ, on leur apprend à lire, à écrire, à danser et à chanter. Mais très vite, ils apprennent aussi l'athlétisme, le maniement des armes et les manœuvres militaires. Et là, les enfants apprennent vraiment à s'endurcir. En fait, en gros, on leur donnait peu à manger et on les laissait se débrouiller pour se nourrir. Et du coup, les enfants devaient apprendre même à voler de la nourriture. Et s'ils réussissaient, ils n'étaient pas punis. Par contre, s'ils se faisaient choper en volant, là, ils étaient battus. Mais c'est pas tout. Ils devaient aussi apprendre à faire leur lit. Quand je dis apprendre à faire son lit, c'est vraiment littéralement parlant, quoi. C'est pas genre tu mets ton drap. Ils devaient fabriquer leur propre lit avec des roseaux qu'ils devaient couper à la main sans utiliser de couteau. Et donc là, je pense que vous comprenez mieux l'expression vivre dans des conditions spartiates. De manière générale, les enfants devaient obéir aveuglément aux ordres et être en compétition constante avec les autres enfants du même âge. Sachant que l'agogé, ça s'étirait jusqu'à l'âge de 30 ans. Les écoles préhistoriques. Alors ce sera peut-être notre ultime question, mais est-ce que les écoles, elles existaient pendant la préhistoire? C'est assez difficile de répondre à cette question, parce qu'on a très peu de traces de la vie des enfants préhistoriques. Mais vous allez voir quand même qu'il y a quelques indices. En fait, déjà le premier indice auquel on peut penser, ce sont les fameuses peintures qu'on a retrouvées dans pas mal de grottes préhistoriques. Et la majorité sont réalisées quand même par des adultes, et on sait que certaines avaient pour but de montrer des techniques de chasse par exemple. Mais dans la grotte de Gargas, située dans les Hautes-Pyrénées, on a découvert 230 mains peintes par un système de pochoirs. Et parmi ces mains, il y en a 1 sur 5 qui appartenaient à des enfants. Et là, on peut donc imaginer que les adultes devaient leur apprendre à faire des peintures. D'ailleurs, plus récemment, en République tchèque, on a retrouvé des sculptures en céramique qui dataient de 30 000 ans. Mais le problème, c'est que ces sculptures, elles n'étaient pas super bien faites. Voilà, c'était pas fou, il y avait des fissures. Et donc ça montre qu'elles n'étaient pas bien sculptées et cuites. Comme si c'était des essais, quoi. Sachant que les céramiques qu'on a trouvées dans cette même région et époque, elles étaient au contraire très réussies, avec des pièces sculptées en os et en ivoire. Ce qui peut donc laisser à penser que les céramiques ratées étaient réalisées par des enfants pour s'entraîner. D'autant plus qu'au même endroit, on a retrouvé des morceaux d'argile avec des empreintes de doigts d'enfants qui devaient avoir entre 6 et 15 ans. Donc peut-être que ce truc-là, c'est le plus ancien cours d'art plastique de l'histoire de l'humanité. Et voilà, on a presque fini notre retour dans le temps sur les origines de l'école. J'espère que ça vous a donné peut-être une dose de nostalgie, que ça vous a pas rappelé trop de mauvais souvenirs. N'hésitez pas à le dire en commentaire, bien sûr. Et juste avant de vous quitter, laissez-moi vous parler de l'école de l'île de Jalagun au Mali. Parce que elle est quand même beaucoup plus récente, Elle a la particularité d'être située sur une île au niveau du fleuve Niger, qui traverse donc la capitale Bamako. Et tous les jours, les 200 élèves se rendent à l'école en pirogue, car c'est le seul moyen d'accéder à l'école. Et la plupart de ces élèves sont issus du peuple Bozo, qui sont des pêcheurs nomades surnommés les gardiens du fleuve. Ce qui est quand même amusant de pouvoir aller sur une école qui est au milieu d'une île ou presque sur l'eau. Et je dois le dire, c'est aussi le cas de l'université de Noisuli qui se trouve, elle, tout simplement, au milieu de l'océan. Mais par contre, là-bas, on apprend directement à maîtriser les rêves. Si ça vous intéresse en tout cas d'en savoir plus sur ce livre qui verra bientôt le jour, vous pouvez vous inscrire à la liste email qui est juste en commentaire. Et sur ce, nous on se retrouve à la prochaine vidéo. Bye!